Tout le monde pensait qu'il avait tout pour lui. Du génie, du charisme, une voix, un corps de géant et cette capacité unique à incarner l'âme française dans toute sa complexité. Pendant des décennies, Gérard Depardieu a été le visage du cinéma hexagonal. De Cyrano de Bergerac à Jean de Fleurette, il a fait pleurer, rire et rêver des générations entières. Mais derrière l'écran, derrière la silhouette massive et le rire tonitruant, se cachait un homme en guerre avec lui-même. Car Gérard Depardieu, c'est aussi l'histoire d'un enfant laissé pour compte, illettré, battu par la vie avant même de savoir lire. Un adolescent qui vole, qui se bat, qui flirte avec la prison, avant de renaître dans les planches d'un théâtre parisien. Puis vient la gloire, inarrêtable. Il devient l'acteur le plus adulé de France, le plus bankable d'Europe, le seul à percer jusqu'en Hollywood. On le voit aux côtés des plus grands. On lui offre des Césars, des Golden Globes. Il devient même une légende vivante. Mais les légendes, parfois, s'écrasent sous leur propre poids. Derrière le masque de l'ogre généreux, une ombre s'épaissit. Dérapages, insultes, provocations, excès d'alcool, coups de sang. Et puis, l'innommable. Des accusations de viol, d'agression sexuelle, des témoignages glaçants de femmes restées trop longtemps silencieuses. En 2013, il renonce à la nationalité française. En 2021, la justice s'empare de son nom. Et en 2023, une enquête de Mediapart révèle l'envers d'un monstre sacré, qui peut-être n'était sacré que sur l'écran. Aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même, exilé, rejeté, perdu dans un monde qui ne l'applaudit plus. Mais la vérité, derrière tout cela, est bien plus sombre. Il n'a pas grandi dans les beaux quartiers de Paris, ni dans un cocon artistique. Non, Gérard Depardieu naît le 27 décembre 1948 à Châteauroux, une ville morne du centre de la France, au sein d'une famille où la pauvreté ne se raconte pas. Elle se vit, elle se respire, elle se subit. Son père, René, est ferrailleur. Il rentre chaque soir les mains noires et la laine chargée. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il le fait, c'est pour crier ou grogner. Sa mère, Anne, enceinte de Gérard presque par accident, a sérieusement envisagé l'avortement. C'est une sage-femme qui l'a dissuadé. Un détail que Depardieu n'oubliera jamais. « J'étais un enfant non désiré », dira-t-il plus tard. À la maison, il n'y a pas de livre. Il n'y a pas de mots d'amour. Gérard grandit dans le chaos, l'odeur d'alcool, les disputes et les silences lourds. À l'école, il est invisible, ou alors trop visible, trop turbulent. Il ne sait ni lire ni écrire correctement jusqu'à l'adolescence. Il est, dans ses propres mots, un sauvage. À 9 ans, il assiste à sa première scène de violence conjugale. Son père, furieux, frappe sa mère. Gérard ne comprend pas. Il encaisse. Il encaissera toute sa vie. À 13 ans, il abandonne définitivement l'école. Ce monde-là n'est pas fait pour lui. Il traîne dans les rues, rôde autour des gares, fréquente des hommes plus vieux. Il vole, il revendra des objets pour quelques francs, il joue avec le danger. Il sera même incarcéré brièvement dans un centre de rééducation pour mineurs. Il se découvre un talent pour le mensonge, pour l'imitation. Il parle avec les mains, avec les yeux, avec les silences. Il peut devenir n'importe qui, comme un caméléon. Il apprend à survivre en jouant des rôles, déjà. Un jour, il suit un ami à Paris, presque par hasard. Cet ami l'emmène à un cours de théâtre. Il y entre sans conviction, mais quelque chose se passe. Il y a là une liberté qu'il n'a jamais connue. Pour la première fois, il peut crier, pleurer, se transformer et être applaudi pour cela. Le professeur remarque ce jeune homme étrange, massif, analphabète, mais habité. Il lui conseille d'entrer au conservatoire. Gérard hésite, mais accepte. Il commence alors une métamorphose radicale. Il apprend à lire, à articuler, à respirer sur scène. Il découvre Molière, Racine, et soudain, les mots prennent sens. C'est qu'en ces années de galère parisienne, entre petits boulots, chambres insalubres et faim ténace, que Depardieu se forge, pas seulement en tant qu'acteur, mais en tant qu'homme. Il garde en lui la rage du marginal, la colère de l'enfant délaissé, le silence du garçon battu. Il n'est encore personne, mais il sait qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas, la vie, la vraie, celle qu'on ne joue pas, qu'on porte sur le corps, dans le regard, dans chaque mouvement. Et bientôt, ce personne va devenir tout le monde.
Année 1970. Le jeune Gérard, à peine formé, commence à écumer les castings. Il ne ressemble à personne. Trop grand, trop massif, une gueule de boxeur, une voix rocailleuse, presque animale. À une époque où les acteurs sont encore lisses, sages, polis, il est une détonation. Mais c'est précisément cette étrangeté qui le distingue. En 1974, un rôle change tout. Celui de Jean-Claude dans Les Valseuses, film sulfureux de Bertrand Blier. Provocateur, cru, scandaleux. Le film choque, mais triomphe. Et Gérard devient un phénomène. Dès lors, tout s'accélère. Il tourne sans relâche, parfois 6 films par an. On le retrouve dans Novecento de Bernardo Bertolucci, aux côtés de Robert De Niro. Il incarne Danton sous la caméra d'Andrzej Wajda, puis brille dans Le Dernier métro de Truffaut, où il impose un jeu subtil, bouleversant. Il n'est plus un voyou qui joue à l'acteur, il est devenu un acteur qu'aucun rôle ne peut contenir. En 1990, il atteint un sommet avec Cyrano de Bergerac. Ce rôle, il ne le joue pas, il le crie, il le transpire, il le saigne. La France entière est en larmes. Il obtient le prix d'interprétation masculine à Cannes, le César du meilleur acteur, un Golden Globe et une nomination aux Oscars. À ce moment-là, Gérard Depardieu n'est plus seulement un comédien, c'est un mythe vivant. Hollywood lui ouvre les bras. Il joue dans Green Card avec Andy McDowell, fait la couverture de People Magazine et promène son accent épais sur les plateaux américains avec une insolence assumée. Il est courtisé par les studios, mais il garde son esprit libre, rebelle, indomptable. « Je ne suis pas un acteur, je suis un pays », lâche-t-il un jour, et personne n'ose le contredire. Dans les années 90, il est partout. Germinal, Camille Claudel, le colonel Chabert, Jean de Florette, 1492 de Ridley Scott. Il incarne la France, sa mémoire, sa violence, sa tendresse. Il joue les rois, les poètes, les brutes et les saints. Chaque rôle semble taillé pour lui et le public l'adore. Mais derrière les projecteurs, les premiers signes d'usure apparaissent. Il boit beaucoup, il dort peu. Il se bat avec les journalistes, insulte les photographes, annule des tournages. Il parle de plus en plus fort, comme s'il avait besoin d'étouffer quelque chose à l'intérieur. Dans les coulisses, certains commencent à murmurer. Trop imprévisible, trop incontrôlable, trop excessif. Mais on lui pardonne tout, car il est Depardieu, l'intouchable, l'inclassable. Sa carrière devient tentaculaire. Il produit, il investit, il achète des vignobles, des restaurants. Il devient homme d'affaires, homme d'influence. Il pèse, dans tous les sens du terme. Et plus il prend de place, moins il semble trouver la sienne. C'est peut-être là déjà que la chute commence. Mais personne ne veut encore la voir. Pendant longtemps, Gérard Depardieu a été au sommet. Mais à l'intérieur, le vide grandit. Comme s'il tentait de combler un gouffre que ni la gloire, ni l'argent, ni l'amour du public ne peuvent combler. Il boit. Trop. Depuis toujours. Des litres de vin, de vodka, de bière. Il l'avoue lui-même. Certains jours, il peut boire jusqu'à 14 bouteilles. Pas pour fêter, pour oublier. Oublier l'enfant humilié, oublier les coups reçus, oublier ce qu'il est devenu. Et quand il boit, il se transforme. L'homme sensible devient colérique, brutal, incontrôlable. Plusieurs fois, il est arrêté pour conduite en état d'ivresse. En 2012, il chute de son scooter à Paris. Contrôle d'alcoolémie, positif. Les journaux s'en emparent. L'icône devient sujet de moquerie. Mais ce n'est que la surface. Car derrière cette autodestruction, d'autres zones d'ombre émergent. En 2018, une actrice française porte plainte contre lui pour viol et agression sexuelle. Elle affirme que les faits se sont déroulés en août 2018, lors de répétitions à son domicile. Depardieu nie. L'enquête est ouverte, puis classée sans suite. Mais l'actrice revient à la charge. En 2021, le parquet de Paris relance l'affaire. Depardieu est mis en examen. Et puis, en avril 2023, une enquête explosive de Mediapart éclate. 16 femmes témoignent, certaines connues, d'autres anonymes. Elles racontent des attouchements non désirés sur les tournages, des propos obscènes, des gestes déplacés, des silences imposés. Des années d'abus tuent. Un comportement que beaucoup décrivent comme banalisé dans le milieu du cinéma. Les mots font froid dans le dos. Il posait sa main sur mes fesses sans prévenir.
Il me léchait l'oreille en pleine prise. Je n'ai jamais osé parler, c'était Gérard Depardieu. Certaines productions avouent avoir modifié les scénarios pour éviter qu'il n'ait trop de scènes avec des actrices. D'autres racontent qu'on les avait prévenus. « Fais attention, Gérard est tactile ». Pendant longtemps, tout le monde savait, mais personne ne disait rien. Ses amis du métier, jadis si prompts à le défendre, se taisent. Isabelle Adjani, avec qui il a partagé l'affiche de Camille Claudel, publie une lettre glaçante. « Quand je l'ai connu, il avait encore quelque chose d'humain. Aujourd'hui, je ne reconnais plus rien de cet homme. » Face à l'accumulation des témoignages, les télés se détournent, les festivals évitent de l'inviter, le public lui aussi se fracture. Certains continuent de le défendre au nom de l'art, d'autres, dégoûtés, brûlent les DVD. Mais lui, Gérard, reste fidèle à lui-même, il nie. Il déclare à la presse qu'il est innocent, qu'il n'a jamais, au grand jamais, agressé qui que ce soit. Il parle d'acharnement, de complot, et fuit. En 2013 déjà, il avait renoncé à la nationalité française. En désaccord avec la fiscalité, il avait choisi la Russie de Vladimir Poutine. Certains y voyaient un geste politique, d'autres une fuite. Aujourd'hui, il vit entre Moscou, Dubaï et Italie, loin des plateaux français, loin des projecteurs, loin de ce pays qu'il avait fait roi et qu'il a fini par trahir, ou par fuir avant qu'il ne le renie. Il n'est pas mort, du moins pas officiellement. Mais quelque chose en lui s'est éteint, lentement, silencieusement, sans applaudissements. Autrefois, il marchait sur les tapis rouges, saluait des chefs d'État, signait des autographes jusqu'à l'épuisement. Aujourd'hui, il erre dans les rues de Naples, lunettes noires sur le nez, ventre gonflé, démarche hésitante. Certains le croisent par hasard dans un restaurant désert, seul à sa table, le regard perdu dans une bouteille à moitié vide. Il parle peu, ou alors trop. Il vocifère contre les journalistes, contre la France, contre les femmes. Ses propos sont de plus en plus confus, incohérents, violents parfois, comme si le monde entier était devenu son ennemi, comme si l'homme qu'il a été n'avait jamais vraiment existé. En 2023, lors d'un rare entretien accordé à une chaîne italienne, il lâche « Le cinéma, c'est fini. Je n'ai plus envie. On m'a tout pris. » Un silence. Puis il rit, un rire vide, sans lumière. Autour de lui, c'est le désert. Ses anciens amis l'évitent, les studios n'osent plus l'approcher. Même ses propres enfants ne prennent plus la parole. Guillaume, son fils aîné, décédé d'une affection virale en 2008, avait déjà creusé une faille immense en lui. Depuis, elle ne s'est jamais refermée. Les rares rôles qu'il accepte encore sont tournés à l'étranger, dans des productions de seconde zone. Loin de l'âge d'or, loin de la grandeur. Il joue des personnages bougons, usés, fatigués, comme une version dégradée de lui-même. Même là, il semble absent, comme si l'acteur avait disparu, ne laissant que la carcasse. Dans une vidéo volée en 2024, on le voit dans un aéroport moscovite, assis au sol, les bras ballants, l'œil hagard. Aucun journaliste, aucun fan. Juste un vieil homme immense, seul, oublié. Ce n'est pas une mort clinique. C'est une mort symbolique, lente, insidieuse. Celle d'un homme que la France avait un jour porté au nu et qui termine son histoire comme une silhouette vacillante, avalée par l'ombre de ses propres excès. Car que reste-t-il aujourd'hui de Gérard Depardieu? Une légende brisée, une voix au trouffé, une présence qui fait plus peur qu'elle n'émeut. Et peut-être une dernière question qui hante tous ceux qui l'ont aimé, admiré et encensé. Comment un monstre sacré peut-il devenir un monstre tout court? On ne peut pas effacer 50 ans de cinéma. On ne peut pas nier des rôles qui ont bouleversé des générations. On ne peut pas oublier Cyrano, Jean de Florette, Germinal. Gérard Depardieu a été pendant des décennies l'âme rugissante du cinéma français. Un acteur habité, incandescent, inimitable. Mais aujourd'hui, chaque image de lui est traversée par un doute. Chaque regard, chaque geste à l'écran semble chargé d'une autre vérité, plus trouble, plus dérangeante. Peut-on dissocier l'artiste de l'homme? Peut-on continuer à admirer l'œuvre quand l'humain derrière vacille? Doit-on tout jeter ou tout pardonner? Certains de ses anciens partenaires de jeu se taisent.
D'autres, comme Juliette Binoche, se contentent d'un mot sec. Inexcusable. Les institutions, elles aussi, hésitent. Doit-on lui retirer ses distinctions, le rayer des mémoires, ou accepter que la grandeur et la noirceur puissent coexister? Et puis il y a nous, spectateurs, enfants de ces films, témoins impuissants de sa chute. Nous ne savons plus s'il faut l'aimer, le haïr, le pleurer, ou juste le regarder disparaître. Gérard Depardieu, ce n'était pas seulement une star, c'était un homme qui a crié toute sa vie pour qu'on le voie, et peut-être pour qu'on l'aime. Mais au fond, l'avons-nous vraiment connu,